Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. Vous m'entendez bien, ça va? Sinon je parle plus fort, j'ai l'habitude. Alors si nous avons souhaité organiser cette conférence, c'est avant tout parce que nous partageons au sein de l'association Prévention Jeunesse France une conviction simple: la santé mentale au travail nous concerne toutes et tous. Nous sommes un collectif de personnes aux parcours différents mais avec un point de vue, un point commun. Nous avons été confrontés de près ou de loin à la souffrance au travail. Parfois comme salarié, parfois comme employeur, manager, indépendant, élu du personnel et aussi accompagnant. Cette réalité traverse aujourd'hui l'ensemble du monde du travail. Pour autant, il est important de le dire dès le départ, le travail n'est pas qu'un lieu de souffrance. Lorsqu'il est bien pensé, bien organisé et respectueux de l'humain, le travail peut aussi être un facteur d'épanouissement, de sens, de lien social et de santé. C'est précisément cette vision que porte notre association. Prévention Jeunesse France agit auprès des jeunes pour sensibiliser en amont aux enjeux de prévention, mais aussi auprès des dirigeants, employeurs et acteurs des TPE, PME, souvent confrontés à ces problématiques avec peu de moyens et beaucoup de responsabilités. Si cette conférence existe aujourd'hui, ce n'est ni pour désigner des responsables, ni pour apporter des réponses toutes faites. Elle a été pensée comme un temps collectif de réflexion, de dialogue, où chacun peut trouver sa place, partager son point de vue et enrichir la réflexion commune. Nous croyons profondément que c'est ensemble, en croisant les regards et les expériences, que l'on peut faire évoluer les pratiques et avancer vers des organisations de travail plus humaines et plus durables. Nous sommes très heureux de pouvoir compter ce soir sur la présence de professionnels pour nous accompagner dans cette réflexion, mais aussi sur vous, car vos échanges feront toute la richesse de cette rencontre. Et je voudrais aussi ajouter aussi une chose très simplement. Je suis personnellement très heureux et même impressionné de voir réunis ce soir des personnes au profil aussi divers, étudiants, élus du personnel, RH, managers, employeurs, même des syndicalistes aussi, acteurs de la prévention. Le fait que vous soyez là, parfois avec des points de vue différents, voire opposés, témoigne à la fois de l'importance du sujet et du courage qu'il faut pour venir en parler ensemble. Cette diversité est une richesse immense et je tenais vraiment à vous en remercier et à vous féliciter. Je laisse maintenant la parole aux intervenants et vous souhaite une très belle conférence. Merci Jean-Paul. Alors enchantée, bonjour, merci d'être si nombreux ce soir. Donc, je suis Mathilde Martin, je suis ergonome du travail et nous sommes accompagnés ce soir de 2 psychologues du travail pour parler de santé mentale. Je vais les laisser se présenter, ils le feront mieux que moi. Je t'en prie Karine. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Karima Goujon, je suis psychologue du travail et gérante d'un cabinet de conseil en santé au travail, prévention des risques psychosociaux, KSG Conseil. J'ai une activité clinique, je reçois au sein de ma consultation depuis de nombreuses années maintenant des professionnels, agents, salariés qui ont un vécu difficile, voire douloureux par rapport à la question du travail. Ma consultation fait partie du réseau Souffrance et Travail, réseau créé un petit peu plus de 20 ans par Marie Peset, qui comprend 170 consultations spécialisées en psychopathologie du travail. J'interviens également directement au sein des entreprises sur différentes problématiques en lien avec les risques psychosociaux. Je suis IPRP, intervenante en prévention des risques professionnels sur la partie RPS. Et ce, après un parcours d'une quinzaine d'années dans des cabinets de conseil et des grands groupes. Voilà. Et donc je suis ravie effectivement de partager avec vous, avec mon confrère également, le sujet de la question de la souffrance et travail, mais au-delà de ça, effectivement, de savoir quels sont les leviers d'action qui permettraient finalement de réduire cette souffrance au travail. Est-ce que finalement c'est une fatalité? Au contraire, finalement, il y a des axes d'amélioration possibles à court terme, à moyen terme également. Voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend, comme vous voulez. Corentin Candelier, du coup, moi je suis psychologue du travail et ergonome au centre hospitalier Compiègne-Noyon, donc le voisin. Donc j'interviens à la fois sur l'hôpital, notre site de Mercières, donc l'hôpital de Compiègne, l'hôpital de Noyon, nos 3 EHPAD, donc le centre de Fournier-Sarlovez en centre-ville, sur Noyon les 2 EHPAD Saint-Romuald et Saint-François. J'interviens aussi auprès des étudiants, étudiants infirmiers et aides-soignants, au niveau de la prévention des risques professionnels, sensibilisation aux risques, en ergonomie, sur des aspects de
compréhension des systèmes de travail avec une initiation à la recherche aussi. Et j'accompagne les étudiants dans le cadre de leur stage, dans les suivis qu'on a avec eux pour leur stage. Donc effectivement, on essaye de prendre la question du travail et de la souffrance au travail à la racine dès les études et d'accompagner les agents dans notre service de santé au travail, alors que ce soit sur leur poste de travail, donc via les casquettes d'ergonome en intervenant directement sur les postes de travail, dans les activités professionnelles, mais aussi également en recevant les agents, avec une part d'activité clinique en recevant les agents au sein du service de santé au travail sur la question de souffrance individuelle, et souffrance liée aussi au collectif de travail par exemple. Donc voilà, également très ravi de partager ce moment-là avec vous, de pouvoir échanger, et puis j'espère que on arrivera collectivement à se retirer plein de belles choses à faire et à développer chez nous. Et voilà, je finis. Super. C'est ça, tu l'as bien dit. Donc le but, c'est vraiment qu'on puisse démystifier aussi un certain nombre de choses sur la santé mentale au travail. On entend beaucoup parler de burn-out, parfois bore-out. Enfin, il y a tout un tas de termes qui sont employés sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Donc avant de savoir comment agir, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Et ensuite, donner des clés pour identifier les situations de mal-être. Donc ça, c'est, on va dire, à chaud, mais à froid aussi, comment prévenir ces situations de mal-être. Et donc, ça passe par la compréhension de comment fonctionne le bien-être et le mal-être au travail. J'ai oublié de prendre ma petite truc. Non, ça marche pas. Comment je fais pour... Ah. La technologie. T'es sûr? Bon, tu peux faire à la mano. Ouais, bon, bref. Ah. De quoi? On régule. C'est ça le travail, c'est gérer les imprévus. C'est bon, tu peux passer. Ok, alors avant de commencer à parler de ce que c'est que le burn-out, de ce que c'est que l'épuisement professionnel, j'aimerais vous poser la question, à votre avis, est-ce que le burn-out c'est un phénomène qui touche les personnes fragiles uniquement? On avait mis des petites pancartes. Si c'est pour vous, si c'est un mythe, c'est rouge. Si c'est une réalité, c'est vert. Alors, à votre avis? Bon, je crois qu'on est plutôt unanime sur la question. Ok, ça nous permet une petite entrée en matière pour apporter une définition à ce qu'on entend par burn-out. Je ne sais pas si un de vous deux voudrait commencer, mais Karima, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi j'aime bien employer les termes français aussi parce que je parle plutôt d'épuisement professionnel et émotionnel. Pourquoi? Parce que le burn-out initialement ça vient quand même d'un contexte bien spécifique. C'était les travailleurs sociaux aux États-Unis dont la flamme, l'élan vital à un moment donné s'est épuisé. Et effectivement un psychiatre a nommé effectivement cet épuisement burn-out. Donc c'était plutôt circonscrit au médico-social. Mais j'emploie plutôt le terme d'épuisement professionnel et émotionnel parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le rapport subjectif au travail dégradé concerne tous les secteurs d'activité, pas uniquement le médico-social, toute catégorie professionnelle. C'est quoi finalement l'épuisement professionnel et émotionnel? C'est effectivement lorsqu'on a un rapport subjectif à son travail qui est dégradé, dont les causes sont multifactorielles. On entend beaucoup parler de la surcharge de travail, je l'entends dans ma consultation, mais pas que. Une situation d'ennui au travail, ça conduit également à l'épuisement professionnel. Je pense que même les atteintes psychiques sont sévères, parce qu'il y a la question de l'utilité et du sens et la place que l'on a dans la société qui
qui est à prendre en compte. L'épuisement professionnel, c'est être en situation de conflit de valeurs, c'est-à-dire faire un travail ni fait ni à faire, ce qu'on appelle la qualité empêchée, voilà, de ne pas être fier de son travail. L'épuisement professionnel, c'est les conflits, c'est le manque de reconnaissance pas que matérielle, symbolique. Et on sait, j'ai été formée au CNAM à Paris avec plusieurs enseignants que je cite, Yves Clos, Christophe Dejour. On sait que la reconnaissance, c'est l'armature de la santé mentale au travail. Voilà, on a besoin d'être reconnu. Qu'est-ce que je pourrais... je vais peut-être te laisser poursuivre. Voilà, que sur le sujet, je suis très... Maintenant que ça a été bien élagué, effectivement, c'est... Non, alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que la vision qu'on va avoir principale du burn-out, en général, quand on va parler d'épuisement professionnel, et je te rejoins là-dessus, c'est peut-être même plus parlant pour beaucoup de gens de parler d'épuisement professionnel, c'est pas que lié à une surcharge de travail, et ça, je pense, c'est important de mettre l'emphase dessus aussi, c'est qu'on peut avoir un épuisement lié à des enjeux très émotionnels de rapport subjectif au travail, et de se dire qu'on peut avoir un épuisement complet au travail lié au fait qu'on se retrouve plus dans le travail. C'est-à-dire que le travail n'est plus une ressource, le travail n'est plus source de satisfaction personnelle et de reconnaissance. Alors, vis-à-vis de son employeur, comme tu le disais, avec des enjeux matériels et de reconnaissance au niveau de l'emploi, mais aussi des enjeux sociétaux. Par exemple, je ne me reconnais plus dans ce qu'apporte mon travail à la société. On peut en parler dans le secteur public, par exemple, au niveau de ces enjeux. Et c'est sur tout ça qu'il faut avoir vraiment la visu quand on va parler d'épuisement professionnel. Et c'est vrai que là, l'enjeu aussi pour nous d'en parler avec vous aujourd'hui, c'est aussi de sortir de cette vision très charge de travail centrée de l'épuisement professionnel. Ouais, je te remercie. Du coup, effectivement, c'est pas qu'une question de quantité de travail, c'est aussi ce qu'on va mettre derrière en termes de sens. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. Donc, c'est bien d'avoir de bien faire la distinction. C'est pas parce que je n'ai pas beaucoup en termes de quantité de travail que je ne suis pas, que je ne peux pas être en situation d'épuisement. J'aimerais bien qu'on parle d'aspect individuel versus organisationnel, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que quelqu'un va mal parce que il a des problèmes, c'est parce qu'il a des soucis personnels, qu'il sait pas gérer son stress, que il sait pas s'organiser, etc. Et en fait, les personnes en viennent parfois à se culpabiliser en se disant je ne suis pas à la hauteur du travail qui m'est confié, et donc ça amplifie, on va dire, le mal-être et l'isolement aussi de la personne. Comment est-ce qu'on peut faire, comment faire la part des choses, quoi répondre en fait sur ces remarques, comment faire la part des choses entre ce qui appartient à la responsabilité de l'individu et ce qui appartient plus à l'organisation, à l'entreprise. Voilà, ça c'est un... Je vous laisse... Qui veut répondre ? Non, alors, moi déjà, pour rentrer dans ces sujets-là, la première chose que j'aurais tendance à conseiller, c'est de parler de travail. En fait, si on veut sortir de l'aspect individualisant du burn-out, c'est de sortir de la symptomatologie en se disant c'est une personne qui, oui, certes, ok, là on est en train de regarder ce que le travail a provoqué, mais si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là, c'est de recommencer à parler de travail et de sortir de l'aspect très individualisant de la situation. Et en reparlant de travail, finalement, on va se poser naturellement ces questions-là. Alors, effectivement, de charge de travail, de sens, de qualité empêchée, de ce qui est fait pour ne pas faire, etc. Après, on déclinera tous les aspects du travail via une analyse fine, mais je pense que la bonne chose à faire en premier, le bon réflexe, c'est toujours de se reposer la question du travail, de remettre le travail, donc vraiment l'activité professionnelle au centre de la question de pourquoi on en est arrivé à ce qu'une personne soit dans une situation d'épuisement professionnel. Alors effectivement, je pense qu'il est important, en tout cas dans notre approche de psychologue du travail, de remettre le travail, la centralité du travail comme objet d'analyse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est quand même dans le secteur, dans le domaine du travail, avec effectivement l'entreprise comme un système, avec des droits et des devoirs de part et d'autre. Il est important effectivement de savoir ce qui fait ressource dans l'activité, ce qui fait contrainte,
Et je rajouterai qu'en effet, nous tous ici, on ne va pas au travail en laissant dans le vestiaire son histoire de vie, comme dirait Marie Peset. On a tous une besace, avec notre système de valeurs, avec effectivement des filtres sociaux, éducatifs, psychologiques, qui font qu'on a certaines aspirations par rapport au travail. Quand l'organisation du travail nous permet de nous épanouir, comme dirait Christophe Dejour, il y a du plaisir au travail. En revanche, quand effectivement on n'est plus en capacité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le rapport subjectif au travail est dégradé. Il y a souffrance. Voilà. Et à côté, donc vous voyez, c'est une analyse à deux niveaux. Voilà, c'est toute la complexité et la richesse de nos métiers. Il y a d'abord la centralité du travail, quels sont les dysfonctionnements organisationnels, qu'est-ce qui fait ressources, qu'est-ce qui fait contraintes, et dans l'histoire, dans le rapport subjectif au travail. Voilà. À quel moment, effectivement, ça s'est grippé. Voilà. Et qu'est-ce que ça vient heurter comme système de valeurs, qu'est-ce que ça vient réactiver dans l'histoire du salarié, etc. Voilà. Et à partir de là, ceux que j'accompagne, ils ont cette vue d'ensemble. Voilà. Et ils comprennent ce qui relève peut-être de leur histoire de vie, qui vont peut-être travailler ailleurs, et puis ce qui relève de l'organisation du travail. Voilà. Et donc les axes d'amélioration possibles. Donc c'est très pragmatique en fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, on n'est pas tous, on va pas tous réagir de la même manière face à une même situation, mais voilà, l'entreprise a sa part de responsabilité aussi à donner la possibilité aux personnes de faire un travail de qualité dans des conditions favorables à leur santé. Donc, j'aimerais bien, avant de poursuivre, j'aimerais bien qu'on fasse aussi un pas de côté sur l'aspect sociétal. J'ai essayé de reprendre un petit peu avec Jean-Paul en préparant et avec vous aussi, on a essayé de reprendre un petit peu les idées reçues, tout ce qu'on entendait sur la santé mentale au travail, que c'était une question de génération. Voilà, une génération trop fragile. Quand d'autres parlent d'un système à bout de souffle, donc c'est un sujet qui est clivant aussi. Parfois on entend les jeunes veulent plus travailler ou que la santé mentale c'est devenu un sujet à la mode. Oui, mais avant on tenait. On ne se posait pas toutes ces questions. Donc, vous, quand vous entendez ça, j'aimerais savoir en tant que psychologue du travail, qu'est-ce que ça vous inspire dans vos pratiques ? Comment est-ce que vous voyez les choses, cette thématique, par rapport à l'évolution de la société et du travail ? Merci Mathilde. Je souris parce qu'effectivement, voilà, c'est des croyances qu'on a beaucoup entendues. Et puis voilà, étant maman de 2 jeunes, je me suis aussi questionnée finalement sur ce sujet. En fait, les jeunes ne sont pas paresseux. Voilà. Je pense qu'en revanche, le rapport au travail a changé. Ça, c'est fondamental. N'oublions pas que nos jeunes, en tout cas, ont été témoins directs de la dégradation des conditions de travail, et peut-être que leurs propres parents ont été dans une situation de souffrance au travail. Donc, ça vient façonner aussi leur rapport au travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est dans une société de loisirs, quand même, qui était moins vrai il y a 40 ou 50 ans. Donc, ce qui va être important et faire sens pour ces jeunes, c'est que, à côté du travail, qui a toute sa place, qu'il puisse aussi y avoir une place pour les activités familiales, sportives. Les jeunes ont le souci de vouloir concilier vie personnelle et professionnelle. Et d'ailleurs, on sait bien qu'un salarié qui est en bonne santé, qui est en forme, qui arrive au travail, est plus productif. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Il est là, je pense, le changement de paradigme, de remettre un petit peu le travail à sa juste place. Ils sont investis. Par contre, il y a vraiment ce souci de concilier vie personnelle et professionnelle. Il y a un autre point, je pense, que j'entends. J'aime bien échanger avec les jeunes et de savoir un petit peu quelle est leur vision du travail. C'est le sens. Le sens est capital pour eux. Ils ont besoin de se reconnaître dans ce qu'ils font. Voilà. Et voilà, j'ai lu un certain nombre d'articles, sans citer les grandes écoles d'ingénieurs, où en effet, certains ont le sentiment d'avoir une vue très séquencée de ce qu'ils ont à faire, un travail en silo, voilà, ne sachant pas quelle est la vision finalement.
ça vient heurter leurs valeurs pour certains quand ils travaillent dans des entreprises qui ne sont pas tout à fait au clair avec les enjeux climatiques. Hein. Voilà ce que je dirais, la question du sens, peut-être le besoin d'une évolution. Voilà. Donc si l'évolution n'est pas là, peut-être par rapport à la génération passée, ils vont mettre en place, prendre des décisions pour effectivement aller ailleurs. Voilà. Donc ils n'ont pas plus paresseux. Je pense qu'il y a des personnes d'autres générations qui le sont. Sortons un petit peu de ces clichés. Par contre, il est important de savoir les fidéliser. Voilà. Ça, c'est important. Et de leur donner envie. Voilà. Oui, n'étant pas parent d'enfants, je vais me permettre quand même de rajouter quelque chose. Tu as le droit. Non, mais c'est une question quand même qui est assez centrale parce que c'est quand même les futurs professionnels de nos entreprises, de nos secteurs publics, etc. Donc c'est quand même important d'essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à cette vision-là qu'on peut avoir de la jeunesse au travail. Alors, je rejoins les aspects sociétaux très clairement. On peut reprendre les travaux de la DARES, Thomas Coutreau récemment, sur par exemple les effets de l'éco-anxiété chez les jeunes et finalement qui est un terrain très fertile pour tout ce qui va être après anxiété liée au travail, etc. On va reprendre aussi par exemple des travaux comme le rapport Golac en se posant la question de qu'est-ce qui est source de risques psychosociaux au travail en se disant la sécurité de l'emploi est un facteur de risque. Aujourd'hui, économiquement, le travail ne nourrit plus aussi bien qu'il y a quelques années. Donc aussi, c'est un facteur d'anxiété très fort qui fait que c'est un terrain aussi fertile pour avoir des jeunes qui ne vont pas bien au travail. On n'a pas le même pouvoir d'achat, on n'a pas la même sécurité de l'emploi et forcément, ça entraîne des démissions, ça entraîne le fait de se dire il y a peut-être mieux ailleurs et ça entraîne un désengagement au niveau du travail aussi. Autre aspect, on s'est dit effectivement, et ça a été documenté, que les jeunes ont assisté à la dégradation du travail de leurs parents, donc ça change aussi le rapport qu'on peut avoir au travail. Si on voit ses parents souffrir au travail et qu'on les voit se dégrader par exemple et voir leurs conditions de travail se dégrader, forcément le rapport au travail va changer. Mais aussi en fait c'est des gens qui sont arrivés dans des conditions de travail qui étaient plus difficiles que celles de leurs parents d'un coup, sans forcément qu'il y ait eu de modification de l'aspect de formation, d'accompagnement, sans qu'il y ait eu des ressources qui leur permettaient de faire face à ces difficultés-là. Tandis que, je vais me permettre cette analogie que j'aime bien, petite analogie de la grenouille. En gros, moi j'aime bien voir ça comme ça, c'est que la génération précédente, on peut voir ça comme une grenouille qu'on a mis dans l'eau et l'eau on l'a fait chauffer tout doucement. Donc c'est une génération qui a pu développer des stratégies face à un travail qui a été de plus en plus rationalisé, pour lequel il y a eu des pertes de sens, mais comme ça s'est fait progressivement pendant le fait qu'ils étaient dans leur vie professionnelle, ils ont pu développer des stratégies pour faire face à tout ça. Puis finalement leur carrière a évolué, etc. Donc ces stratégies ont pris d'autres formes. Tandis que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi arrivent déjà dans des situations très dégradées. Donc eux, au lieu que la température est montée progressivement, on les jette directement dans un bain bouillant. Donc forcément, la réaction est beaucoup plus épidermique et violente. Et je pense aussi qu'on est en train de constater ça. On est en train de constater dans plein de secteurs qu'on a rationalisé, qu'on a vraiment je vais pas faire ce... Ouais, on a fait des encadrements qui étaient de plus en plus durs et qui donnaient pas forcément de sens non plus au travail. Ouais, c'est trop tard pour tenter des mots très compliqués. Donc finalement, on arrive dans des situations là qui sont assez précaires pour les jeunes au travail et je pense que ça permet d'expliquer aussi ces phénomènes-là. Bien que le phénomène de la génération d'avant est paresseuse, on l'a depuis la Grèce antique, etc. Donc je pense aussi que ça rajoute à tout ce bassin-là et à cette vision-là. Mais effectivement, je pense que ça s'explique aussi par des faits sociétaux et liés aux évolutions des organisations du travail. Oui, donc il y a plusieurs choses. Il y a les organisations du travail qui posent difficultés.
la société. Et puis, je trouvais que c'était assez juste ce que tu dis aussi, Karima, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin de développer des ressources en dehors du travail. C'est aussi important parce que c'est ce qui nous permet de tenir aussi parfois dans les périodes plus ou moins difficiles et inversement, parfois le travail peut nous aider à surmonter des périodes plus ou moins difficiles sur le plan personnel. Donc, je trouve que c'est finalement plutôt une bonne chose, ou en tout cas la société évolue, les besoins évoluent et soit on s'y adapte, soit on... Voilà. Bref. On a parlé de souffrance au travail. C'est pas quelque chose, la souffrance au travail, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça s'installe quand même progressivement. Il y a plusieurs étapes, on va dire, d'évolution, plusieurs symptômes. Comment est-ce que, selon vous, quels seraient les signes qui montrent qu'une personne ou une équipe va mal? Qu'est-ce qui laisse penser qu'on est dans une situation de souffrance au travail, ou en tout cas qu'on y va, quoi? Alors c'est toujours assez compliqué parce que c'est très dépendant des situations, etc. Mais il faut se dire qu'il va y avoir des signaux forts et il va y avoir des signaux faibles. Typiquement, dans les signaux forts, ce qui va pouvoir se passer, c'est par exemple les conflits dans les collectifs de travail. Typiquement, qui peuvent venir de conflits de valeurs qui sont irrésolus parce qu'il n'y a pas de discussion sur le travail, il n'y a pas d'espace en tout cas de discussion sur le travail. Les désengagements professionnels aussi. Des professionnels qui, du jour au lendemain, effectivement, sont désinvestis dans leur travail, fournissent un travail qui est plus de qualité, en tout cas de la qualité attendue. On discutera de la notion de qualité, oui. Mais de la qualité entendue, en tout cas par des managers, par exemple. Des absentéismes, ça, forcément. La recrudescence d'accidents du travail aussi, parce que la ressource cognitive n'est plus forcément là, donc forcément il y a des situations à risque qui sont plus gérées et on peut avoir des recrudescences d'accidents du travail. Parler d'équipe, je pense que la santé des collectifs donne beaucoup aussi à voir sur la santé des individus dans le collectif, donc ça c'est un des facteurs très importants. Et je vais pas tous les prendre, je vais t'en laisser. Ouais, il y a juste un petit truc j'aimerais avant que j'oublie. C'est par exemple une personne qui dit de toute façon maintenant moi je m'en fiche du travail, parce que ça c'est vrai qu'on a des engagements professionnels, c'est un facteur. Ça c'est pas anodin, une personne qui se dissocie on va dire de son travail en disant moi j'y vais, maintenant j'y vais, je fais mon truc. Matin, j'arrive à 8h30, je repars et puis est-ce que ça peut être un signal fort comme ça. Typiquement, je viens pour la paye, qui est, en termes de rapport au travail, assez basique, mais aussi, typiquement, dans d'autres formes de désengagement, comme je m'inscris plus à des formations, je vais plus au staff, je vais plus aux réunions d'équipe, des choses comme ça. Alors effectivement, les causes, la question c'était les signaux d'alerte. Effectivement, commençons d'abord par l'aspect collectif et je te rejoins là-dessus. Il y a des signaux d'alerte, il y a des indicateurs qu'on va chercher quand on nous sollicite pour une intervention. C'est quoi ? C'est les données RH. Voilà, tu en as parlé. Demande de rupture conventionnelle, démission, turnover, la multiplication des arrêts maladie, même de courte durée, le climat au sein de l'équipe, détérioration du climat social, les climats, qu'ils soient larvés ou ouverts, des erreurs, alors qu'effectivement les salariés ont l'habitude de rendre un travail de qualité. Les plaintes, accidents de travail, ça c'est important. Alors quand nous on a accès à cela, c'est les données médicales, le nombre de visites, de demandes de visites au niveau des services médicaux, ça c'est un signal. Le nombre de visites à l'infirmerie. Donc tout ça on le croise, quand on arrive dans une entreprise, qu'on est sollicité pour un diagnostic risques psychosociaux, on a les données RH, on a les dossiers, les données médicales. Tout ça laisse supposer qu'il y a une situation, je parlerai de risques psychosociaux. Voilà.
Encore faut-il ensuite mettre en place une intervention pour valider ou invalider l'existence des RPS. Voilà. Et puis ensuite, dans ce contexte organisationnel, il y a les individus et chacun va décompenser en fonction de sa structure psychique. Tu vas parler en effet des troubles cognitifs, troubles de la mémoire, décompensation psychique, c'est-à-dire dépression, mal-être, décompensation somatique, c'est le corps qui parle, etc. C'est tout ça. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très riche. Avant de partir sur la phase plutôt réaction et prévention, j'aimerais juste que vous répondiez aussi à une question, quelque chose qu'on entend aussi souvent, et que je vois moi quand je fais des interventions RPS, on part du principe que c'est une question de personne. Que c'est des conflits en fait interpersonnels, oui mais c'est à cause de telle personne. Comment est-ce que vous voyez les choses sur ce point-là? Voilà, en quelques mots. Alors, oui, parce que c'est toute ma formation au CNAM, que je salue s'ils m'entendent. Il n'y a pas de conflit interpersonnel sans conflit sur le travail, c'est très clair. À partir de là, quand on a remis la centralité du travail comme objet d'analyse, au travail, il y a eu un glissement à un moment donné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de controverse autour de la question du travail. Ça a glissé sur des conflits interpersonnels. Combien de fois, effectivement, j'entends, je ne m'entends pas, etc. Et quand vous creusez un petit peu, vous approfondissez, vous remettez l'objet du travail au centre, ça porte sur une question de travail. Voilà, en général, tu as parlé de qualité, des conflits sur les critères du travail bien fait, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, comment dirais-je, ça peut dédouaner certains d'invoquer ce motif. Ça ne me suffit pas. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus loin, parce que je sais qu'effectivement, on est dans un contexte bien précis, c'est le travail. On n'est pas sur le trottoir ou dans une cour de récréation. Voilà, donc c'est important de remettre de très vigilant sur le glissement qui peut s'opérer. Et finalement, la mise à l'écart du travail. Voilà. Et donc, si on met le travail à l'écart, on va individualiser la responsabilité du salarié en indiquant qu'il est fragile, qu'il n'y arrive pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des salariés qui ne sont pas fragiles. Mais si on a uniquement une analyse intrapsychique, sans convoquer le travail, on passe à côté d'éléments essentiels. Voilà. Juste pour... Ouais. Je te rejoins, mais à 100% sur l'ensemble de ce qui vient de se dire. C'est très important aussi de se dire que même s'il y a des individus plus fragiles que d'autres, etc., il y a des individualités, le collectif est aussi une ressource pour les individus. Donc, même s'il y a des individualités, des fragilités, etc., tant que le travail va bien, qu'on se pose la question du travail et qu'on fait en sorte d'avoir des collectifs fonctionnels dans ces environnements de travail-là, le collectif sera porteur aussi pour les individus en fonction justement de ces fragilités. Donc, c'est aussi dangereux de rester sur l'individualité et de pas se poser la question du travail parce qu'on laisse du coup ces individus plus ou moins fragiles dans ces situations-là précaires à risque du coup psychosociaux. Ok, super. Merci. Alors, admettons que voilà, on a vu comment identifier, comment repérer des situations troublées. Comment réagir? J'aimerais qu'on parle de comment réagir face à une situation, c'est-à-dire voilà, quels sont les bons réflexes, quels acteurs doivent être mobilisés quand on fait face soi-même ou quand on est témoin d'une situation de souffrance au travail. Quels sont les leviers à activer dans ces circonstances-là? Oui, je veux bien. Alors, en termes d'acteurs, il y en a pas mal. Enfin, c'est très dépendant des structures, par contre. Nous, pour le coup, on a un service de santé au travail interne. Donc, on a les médecins du travail, infirmières santé au travail, psychologues du travail, ergonomes. On peut aussi avoir les assistants sociaux du personnel, qui peuvent être aussi source de levier. L'encadrement
l'encadrement de proximité est un facteur aussi, nous, d'alerte. On peut avoir des encadrants inquiets par rapport justement à ce regard-là sur le travail. Tiens, j'ai des équipes, leur travail, ça va pas trop, quoi. Enfin, plein d'erreurs. Je sens aussi qu'il y a des tensions. Ils mangent plus ensemble. Bizarre aussi, ça. Signaux faibles. Les gens ne mangent plus ensemble. Il y a des petits groupes. C'est important. L'encadrement est hyper important aussi à ce niveau-là. Les individus eux-mêmes. Et puis, après, il y a toutes les instances qui existent, F3SCT, CSE, etc., qui sont hyper importantes. Les organisations syndicales aussi, du coup, qui ont des visions sur le travail, qui sont sollicitées par les employés. Enfin, alors, en tout cas, pour les acteurs, il y a tout ça. Et après, du coup, quoi faire c'est dépendant des situations, mais se poser la question de ce qui se passe dans le travail. Et typiquement, les espaces de discussion sur le travail, c'est déjà un très bon axe. Demander aux individus, non pas les symptômes qu'ils sont en train de ressentir, mais qu'est-ce qui se passe dans le travail. Se poser la question de est-ce qu'il y a eu des transformations récemment dans le travail ? Est-ce qu'il y a eu une intensification ? Tu veux peut-être... ok. Est-ce qu'il y a eu une intensification, des modifications ? Est-ce que le management a changé ? Est-ce que les résultats attendus ont changé ? Est-ce que les clients en face ou les bénéficiaires de l'activité ont changé aussi ? Enfin, se poser aussi la question des transformations dans le travail qui ont pu amener à des modifications de la santé des opérateurs derrière. Finalement, il n'y a pas une démarche à suivre... stricto sensu. Enfin, après, il y a nos méthodologies à nous qui nous permettent de s'interroger sur le travail. Et j'ai oublié aussi des acteurs importants, mais tous les cabinets externes qui voilà. Le réseau, effectivement, tu vas pouvoir en parler parce que j'avais vu une étude, seulement 2 personnes en souffrance sur 10 à peu près en parlent à un acteur en interne. Il y a aussi pas mal de défiance vis-à-vis parfois de la fonction RH qui est peu sollicitée parce que entre le marteau et l'enclume, même la médecine du travail, moi j'ai travaillé en service de prévention avec les médecins du travail et ils souffrent aussi d'une réputation qui, comme quoi ils sont du côté de l'employeur, donc c'est très difficile pour les salariés d'aller en parler. Ce qui est faux, mais ce qui est, il y a une réalité et c'est qu'il y a une crise de confiance et donc dans ces cas-là, on se sent un petit peu démuni et du coup, j'aimerais bien, Karima, que tu présentes aussi au-delà des acteurs en interne et de la médecine du travail, peut-être ce qui peut être le réseau souffrance et travail aussi. Merci. Alors, je pense aussi à l'inspection du travail, en fonction des situations, ça peut être intéressant. Le réseau souffrance et travail, en quelques mots, c'est un réseau qui a été créé par Marie Peuzet, qui est psychologue clinicienne et que je salue si elle m'entend, il y a un petit peu plus de 20 ans. Réseau qui a été mis en place pour que les salariés en situation de souffrance au travail ne restent pas seuls. Je suis référente régionale de ce réseau sur les Hauts-de-France. On est 3 dans le département, dans toute la région. Aujourd'hui, il y a à peu près 170 consultations spécialisées en psychopathologie du travail. Donc, en plus d'être psychologue clinicien du travail, on est formé en psychopathologie du travail. Donc, on a été formé à la conduite d'entretien avec des salariés en souffrance au travail. C'est-à-dire que je rejoins Corentin. Les symptômes, bien évidemment, on en prend compte, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la période satisfaisante, le début de la dégradation de la situation de travail, quelles sont les causes organisationnelles. Et en fait, c'est limpide à un moment donné pour le salarié, parce que souvent, quand ils arrivent, ils ne comprennent pas. Souvent, ils n'ont pas été capables, ils sont fragiles. Et ensuite, on va sur les virages loupés, les acteurs manquants, les angles morts et les axes d'amélioration possibles. Voilà. Donc... L'objectif vraiment de ce réseau, c'est de créer un maillage autour des salariés qui sont en situation de souffrance au travail. Et je travaille d'une manière pluridisciplinaire avec médecins traitants, médecins du travail, de façon à, en tout cas, parfois extraire un salarié d'une situation de souffrance au travail. Voilà. Ou bien lui permettre de faire un petit pas de côté par rapport à sa situation. Merci. Merci à toi.
Ok, bah alors écoutez, en tout cas, moi j'aimerais, avant qu'on clôture et qu'on puisse échanger, aller sur l'aspect plus solution. Donc on a vu comment réagir, donc de manière, comment réagir quand la situation est avérée. Mais j'aimerais qu'on aille sur la partie prévention parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Ce qu'on voit souvent en entreprise, c'est du coaching, de la gestion du stress, des ateliers de sophrologie. Qu'est-ce que vous, en tant que psychologue du travail, vous pensez de ça? Quelle est finalement la puissance de ce levier-là, et qu'est-ce que la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention primaire surtout pour éviter parce que finalement en fait le coaching c'est pour c'est du secondaire. Voilà, c'est du secondaire, donc on va essayer de soulager, d'accompagner des personnes qui sont potentiellement déjà en situation difficile. On s'attaque pas forcément aux causes. J'aimerais bien que vous puissiez parler de ça. Alors, quand on parle de prévention, il y a 3 niveaux de prévention. Voilà. On va éteindre le feu, on est sur de la prévention tertiaire, c'est ce que je fais dans ma consultation. Le coaching, les formations de gestion du stress, on est sur de la prévention secondaire. C'est comment on va outiller les salariés pour qu'ils puissent faire face à la situation stressante. Et puis, l'objectif de nos interventions, je suis IPRP également, c'est d'aller sur de la prévention primaire, c'est-à-dire soit supprimer les risques à la source ou les réduire. Voilà. Soyons très clairs, on n'est pas dans une culture de la prévention primaire en France. Voilà. Ça c'est très clair, c'est pas spécifique à une entreprise plus qu'une autre. Pourquoi ? Une des hypothèses, c'est qu'il faut agir sur l'organisation du travail. Or, on est quand même dans des entreprises où on est quand même sur des visions très court-termistes. Donc, l'idée, c'est pas d'opposer un niveau de prévention par rapport à un autre. Souvent, dans les interventions, je rentre par la prévention tertiaire. Et quand il y a une relation de confiance qui s'instaure avec, que ce soit le DRH ou le commanditaire de manière générale, on peut aller sur de la prévention primaire. Voilà. Donc il y a un travail de fond à faire. Je pense que peut-être que la donne changera à un moment donné. Il y a quand même des évolutions, je vois en 10 ans. Il y a de plus en plus de demandes quand même de prévention secondaire, notamment. Et mon objectif, c'est d'arriver à sensibiliser un maximum. Voilà. Je voudrais juste, parce qu'on est un petit peu court au niveau du temps, mais pour parler de... Comment ? Je peux le faire très rapidement sur le... Oui. Ouais. Tu veux répondre Ouais, Vas-y Corentin, je sens que ça te travaille. Oui, parce que c'est aussi l'image qu'on va renvoyer à la personne en souffrance, moi qui m'inquiète. C'est-à-dire que si on est dans du secondaire et qu'on renvoie justement une image d'individu fragile dans la prise en charge, pour moi c'est quand même questionnant. Alors après, le coaching, tout cet environnement-là, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. J'invite à la vigilance quant à quelle méthode, quand même, qu'il y ait une forme de structure aussi avec ce qu'on propose. Voilà, bon, ça c'est pour cette partie-là. Sinon, en primaire, moi j'ai envie de dire aussi, j'ai la chance d'avoir la casquette d'ergonome, et notre petit poncif, c'est comprendre le travail pour le transformer. Donc il faut déjà aussi comprendre l'activité qui est en cours pour proposer des transformations de cette activité. Et donc ça amène aussi à la question de, est-ce qu'on ne remettrait pas aussi les personnes qui font le travail dans la chaîne de décision sur les transformations des organisations du travail ? Là, ça devient de la politique à grande échelle. Mais ça peut se faire aussi à toute petite échelle sur des prises de décision très simples. Et finalement, quand on voit des situations délétères et quand on se pose la question de l'historique de ce qui a fait qu'on arrive à des situations de souffrance au travail, il y a beaucoup de situations de transformation subie qui n'ont pas été appropriées par les agents, mais aussi qui n'ont pas été pertinentes dans la transformation du travail. Et donc, c'est aussi un des axes très importants, je pense, qu'il faut développer, c'est les personnes qui font le travail sont experts dans leur travail, il faut les mobiliser pour réfléchir sur les transformations du travail. Et je pense que là, on peut déjà arriver à des axes de réflexion sur, là, c'est du primaire. Mais il faut vraiment intégrer ça dans les organisations du travail, quoi.
C'est parfait, parce que c'est exactement là où je voulais qu'on aille. Donc c'est parfait, parce que j'allais parler de la RACT et du fait d'écouter le travail, d'écouter les travailleurs. Moi, c'est vraiment quelque chose. Finalement, dans l'apparition les troubles psychosociaux, quand il y a des troubles psychosociaux, il faut se poser la question de qu'est-ce qui n'a pas été exprimé, entendu, résolu. C'est que les travailleurs ne sont pas suffisamment écoutés. Quand les travailleurs arrêtent de s'exprimer, quand il y a du silence dans les organisations, quand les gens n'osent plus parler, ça, c'est le pire. C'est le pire. Et donc, effectivement, une organisation pour faire de la prévention primaire, construire une organisation soutenante, c'est une organisation qui implique différents points de vue dans la prise de décision. Le point de vue technique, le point de vue opérationnel, le point de vue financier. Et ça demande, c'est un changement de paradigme qu'on essaye de faire, qu'on essaye d'accompagner, nous, en tant que professionnels dans les entreprises. Mais c'est un changement de façon de prendre des décisions qui est pas évident, qui remet en cause un statu quo, une certaine des pratiques, mais qui est essentiel pour pouvoir faire de la prévention, de la vraie prévention primaire. Mais qui est efficient. Parce que à côté de ça, si vous avez déjà les gens qui font le travail autour de la table quand vous prenez des décisions sur l'organisation du travail, il n'y a pas à détricoter, à refaire, à changer, à modifier, etc. Bon, nous, on se retrouve au chômage. Donc bon, non, vous en faites pas, ça va bien se passer. Mais effectivement, c'est efficient. Ça prend du temps, mais c'est efficient. C'est quand même très utile de le faire. Oui, c'est sûr. Et puis, dernière chose, après on passe aux questions-réponses, mais faut pas que je parte dans un truc à Edouard Baird, là, parce que c'est... sans se dire, parce que là on peut se dire c'est une usine à gaz, si on implique tout le monde dans la prise de décision, ça va être catastrophique. C'est pas ça en fait l'état d'esprit. C'est que en fait, en général, ce qui se passe, il y a ceux qui décident. Combien de fois on entend, on voit que ceux qui ont décidé ça, ils font pas le boulot. Ils étaient pas sur le terrain. Ça veut dire que c'est prendre des décisions en conscience, avec des éléments sur le travail, de comment est fait le travail, des vrais besoins opérationnels. Et voilà, donc ça c'est... Je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Je vois qu'on est en train de me mettre la pression sur le timing, là. J'ai jamais été une pro de ce genre de truc. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a apporté des informations. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir échanger ensemble. Cette partie-là, elle n'est pas filmée, parce qu'on a envie que vous puissiez librement vous exprimer, ne vous censurez pas, c'est vraiment le moment où profitez-en qu'on soit là pour poser vos questions, et après on aura un temps de convivialité ensuite pour échanger un peu plus. Mais est-ce que vous avez des réactions à chaud? Est-ce qu'il vient d'être dit? Des choses qui vous questionnent? En tout cas, ce que je retiens, c'est que le fait que vous soyez là aujourd'hui, vous êtes vraiment des personnes de tous bords professionnels, c'est très positif. Moi, j'ai envie de finir sur une note positive. C'est que je pense que si on se rejoint comme là vous faites aujourd'hui, qu'on crée des collectifs déjà interprofessionnels comme vous êtes aujourd'hui, on peut faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi notre association. C'est vraiment pour qu'on soit de plus en plus nombreux et pour après mener des actions ensemble avec d'autres associations, des dispositifs comme vous avez parlé, avec toutes ces personnes-là. Et moi, je pense que franchement, on est en train de vivre un gros bouleversement au niveau du travail, dans le monde du travail en France. Malheureusement, on souffre, d'accord. Beaucoup de salariés souffrent, des employeurs, tout le monde à tous les niveaux, d'accord. Mais je pense qu'on est en train de vivre un grand changement professionnel dans notre monde du travail et qu'il y aura encore pas mal de souffrances, mais ça va faire émerger quelque chose de positif derrière. Voilà, c'est un mal pour un bien. Donc moi, j'aime beaucoup prendre aussi un peu cette image de la femme enceinte qui est en train d'accoucher et elle souffre énormément, d'accord. Mais il y a quelque chose de beau qui est arrivé derrière et c'est un enfant, voilà. Et après, c'est à nous de construire derrière ce monde-là avec cet enfant. Voilà, mais... Tu l'as vécu l'accouchement. Je l'ai pas vécu, mais j'ai vu souffrir les gens. Bon, merci à tous et puis on va passer de l'autre côté.